Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et Technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 33 à 51 des notes de cours du module 4, partie 1, portant sur les échanges gazeux, le contrôle de la respiration, quelques maladies respiratoires et les volumes pulmonaires. Commençons par les échanges gazeux pulmonaires. Alors, premièrement, retournons au niveau des alvéoles ainsi qu'à la circulation sanguine qui y arrive. Alors, premièrement, ici, on voit une subdivision de l'artère pulmonaire et ce numéro 1, j'ai écrit en bleu ici. Parce que le sang qui y arrive est chargé de CO2 et il est défini comme étant bleu. La veine pulmonaire qui retourne au cœur, elle est rouge. Les capillaires entre les deux, évidemment, l'intermédiaire, là, le capillaire commence bleu et finit rouge. On voit ici les alvéoles, une dizaine et plus d'alvéoles entourés de capillaires et évidemment le tuyau, le bronchiole qui apporte l'air dans ici le sac alvéolaire. Alors maintenant, voyons ce qui se passe au niveau d'une alvéole. Donc c'est dit en haut de tracer des flèches, etc. Je vous le montre maintenant. Alors on vous demande ici de tracer une flèche rouge qui se divise en 3, allant vers le sang, les capillaires qui passent autour de l'alvéole. Donc ici, c'est une alvéole. Il y en a 300 millions dans le poumon. Les capillaires passent juste à côté. Et évidemment, lorsque l'on inspire, une bonne inspiration, l'oxygène est amené vers le sang. Il va directement par diffusion, parce qu'il y a simplement plus d'oxygène dans l'air de l'alvéole que dans le sang. La même chose au niveau du CO2. Le CO2, ici, le sang arrive bleu. Donc, il va donner le CO2, puis vous le faites ressortir avec une flèche comme ça, là. Alors, on voit ici les 3 flèches du CO2. Coloré en bleu le début du capillaire et en rouge la fin des globules rouges. Hein? Les petits globules rouges, là, c'est des cellules sanguines, ça. Alors, on a à identifier ici capillaire sanguin, alvéole pulmonaire, les globules rouges, la bronchiole, l'expiration, une air riche en CO2, l'inspiration, l'air riche en oxygène. Continuons maintenant avec les échanges gazeux comme tels. L'oxygène en rouge se diffuse de l'air de l'alvéole vers le sang. Le CO2, lui, diffuse du sang vers l'air des alvéoles. Quelle est la destination de l'oxygène après avoir été déposé dans le sang par les poumons? Évidemment, on les envoie vers les cellules de notre corps. Quelle est la provenance du CO2 qui sera expulsé à l'extérieur? Il vient de la respiration cellulaire. Je vous rappelle que la respiration cellulaire, c'est le glucose plus de l'oxygène qui est fait par la mitochondrie, qui est brûlé et on en retire de l'énergie, du CO2 et de l'eau. C'est de là que vient le CO2. Évidemment, ici, une illustration qui montre un sac alvéolaire avec quelques alvéoles, quelques cellules, 3 cellules du corps, et le système circulatoire simplifié ici. Alors, voyez-vous, l'oxygène est donné de l'air de l'alvéole vers le sang, transporté au cœur, et le cœur transporte l'oxygène vers les cellules. Et c'est l'oxygène par diffusion qui va y aller. Par contre, la cellule, lorsqu'elle fait sa respiration cellulaire, elle produit du CO2 et le CO2 ressort dans l'air de l'alvéole, des alvéoles. Contrôle du rythme respiratoire. Je vais mettre en évidence ici 2 structures, entre autres l'aorte qui sort du cœur et dans laquelle nous retrouvons un chimiorécepteur, c'est-à-dire un détecteur de CO2. Et on a ici la même chose ici, des récepteurs dans les muscles et notre corps se prépare à faire un effort. Voyez-vous, transportons-nous maintenant à la base du cerveau, dans cette section qu'on appelle le tronc cérébral. On y retrouve le bulbe rachidien ici.
un centre qui s'appelle le groupe respiratoire dorsal. C'est le centre principal de la respiration qui donne un ordre aux cellules, aux muscles entre les côtes, intercostaux, et au diaphragme. Ça, c'est durant la respiration normale. Et durant la respiration exigeante, par exemple lors d'un essoufflement, le centre va donner un ordre à l'autre centre pour que vraiment les mouvements respiratoires deviennent plus grands. Alors maintenant, allons voir sous forme de phrase qu'est-ce que ça donne. Maintenant, décris la séquence d'un essoufflement normal, en montant l'escalier ou en courant. Les muscles des membres inférieurs brûlent le glucose et produisent de l'ATP et du CO2. C'est notre bonne vieille respiration cellulaire, ça. La concentration en CO2 sanguin augmente. La concentration du CO2 sanguin stimule le centre de la respiration du bulbe rachidien. Le centre respiratoire envoie des influx nerveux vers le diaphragme et les muscles intercostaux qui se contractent et produisent l'inspiration. Plus il y a de CO2 dans le sang, plus on est essoufflé, plus le rythme respiratoire augmente. Ici, je mets en évidence que c'est l'inspiration qui est active. L'expiration, c'est simplement un relâchement des muscles. Alors, il y a une maladie qui s'appelle l'emphysème pulmonaire qui est causée par l'abus de cigarettes qui détruit les alvéoles pulmonaires. Décris la séquence. Alors, c'est la même séquence que dans le cas d'un essoufflement normal, sauf que l'essoufflement est causé ici par l'emphysème pulmonaire. Les alvéoles blessées ne peuvent pas laisser sortir librement le CO2 sanguin, la concentration de CO2 sanguin augmente, etc., etc. La même séquence que dans le cas d'un essoufflement normal. Voici une illustration qui montre des alvéoles normales. Voyez-vous l'épaisseur ici qui est très mince entre l'alvéole et le sang. Donc, les échanges respiratoires se font facilement. Par contre, un tissu blessé, la fumée et de nombreux polluants provoquent la rupture du mur des alvéoles et une fusion importante avec les alvéoles. Voyez-vous, les alvéoles là, sont comme en chou-fleur ici. Là. Et l'épaisseur entre l'alvéole et le sang est beaucoup plus grande, puis elles deviennent rigides en plus. Alors, il se produit peu d'échanges pour évacuer le CO2, d'où l'essoufflement des personnes emphysémateuses. Une autre maladie qui est connue, qui s'appelle le pneumothorax ou le poumon affaissé. Qu'est-ce que le pneumothorax? C'est une maladie qui survient lorsque l'un ou les deux feuillets de la plèvre se déchirent et que l'air s'infiltre entre les deux. Je vous rappelle ici que les feuillets de la plèvre sont séparés par un espace contenant un liquide pleural. L'accollement des feuillets par pression négative rend le poumon solidaire au mouvement de la cage thoracique. Alors, voici ici un poumon normal et cette fameuse déchirure de la plèvre qui fait que le poumon s'affaisse et les poumons se dégonflent. Alors, c'est une maladie qui produit de l'essoufflement, évidemment. Pourquoi il y a plus d'essoufflement? Parce que le poumon ne se gonfle plus, il ne peut plus laisser sortir librement le CO2. Alors là, le CO2 sanguin augmente, etc., etc. Continuer à apprendre ces séquences-là, c'est bien important. Maintenant, une autre maladie que l'on connaît, qui s'appelle l'asthme, c'est une maladie respiratoire qui survient par crise répétée, causée par une diminution brusque du diamètre des bronches. Alors, on voit ici les bronches périphériques qui se contractent. Voyez-vous, lorsqu'une personne respire normalement, ben, cette personne-là, le diamètre de ses bronches est assez large. Dans le cas d'une crise d'asthme, venons ici, voyez-vous le diamètre de la bronche, comment il est étroit, alors l'air passe péniblement. Ce qui fait que la personne doit prendre un médicament de type Ventolin, par exemple, qui dilate les bronches et font relaxer les muscles autour des bronches pour les empêcher de se contracter, pour les faire relaxer et retrouver le diamètre normal de la bronche. Parlons du cancer du poumon, qui est une maladie, un très gros tueur dans notre société. C'est une tumeur maligne qui se développe dans un poumon. On voit ici que lorsque les substances cancérigènes touchent aux cellules,
ben, les cellules vont être modifiées. On voit ici l'illustration d'un cancer de poumon avec métastase. Les petites cellules cancéreuses vont se semer, par exemple, vont aller se transférer au niveau du cerveau, au niveau de la moelle osseuse, au niveau des tissus lymphatiques, au niveau du foie, au niveau des reins. Alors, c'est évidemment, ici, la séquence est la suivante. Alors, voyez-vous les petits cils vibratiles dont je vous ai parlé dans l'autre section. Ici, lorsque quelqu'un fume, il n'y a plus de cils vibratiles ou très très peu. Donc, un peu d'élimination du mucus. Et là, tranquillement, la cellule, il y a une lésion initiale. Hein? Les cellules, certaines cellules caliciformes, là, meurent. Et là, tranquillement, la séquence mortelle commence. Ici, là, petit cancer qui commence et jusqu'à l'éclatement pour produire des métastases qui vont s'en aller dans le sang et aller s'implanter dans d'autres tissus. La bronchite chronique, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation chronique des voies respiratoires, encore causée par la fumée de tabac. Ici, on voit très bien les cils dans un tissu normal qui évacue le mucus, tout simplement, qui évacue le mucus, qui est tout à fait normal qu'il soit là. Par contre, lorsqu'une personne fume, les cils cessent de travailler et sont détruits, donc il y a une accumulation de mucus. Et le mucus ici reste sur place. Et tout ce qui ne bouge pas, c'est propice au développement des microbes. Alors on dit que c'est une inflammation chronique. Chronique parce qu'il y a le mot chronos là-dedans. Chronomètre, ça veut dire constant dans le temps, par opposition à aigu. Tandis que inflammatoire, au point de départ, ce n'est pas une infection, c'est une inflammation, c'est-à-dire une rougeur des bronches. Et là, après, va s'installer les bactéries. Là, ça va devenir infectieuse. Hein, c'est une infection. La capacité pulmonaire, c'est la capacité que nous avons de faire entrer, de sortir un certain volume d'air. Alors ici, à la question 46, le volume d'air de la respiration normale, on appelle ça l'air courant, et c'est à peu près 1 demi-litre. Nous l'avons ici, là, c'est une représentation qui en vaut bien d'autres, là, pour montrer comment ça fonctionne. Et la capacité totale, si on fait le total ici, ça donne 5 litres. Ça, c'est la capacité totale pour un adulte normal. Alors, le volume d'air minimal qui reste dans les poumons après une expiration forcée, on appelle ça l'air résiduel. Donc, il reste toujours à peu près 1,5 litre d'air dans les poumons qu'on ne peut pas chasser. Sauf dans le cas du pneumothorax, d'air résiduel-là va se libérer parce qu'elle n'est plus retenue. Et ici, c'est important de comprendre que le volume d'air rejetable contenu dans les poumons après une expiration normale, donc j'ai fait une expiration normale, l'air que je peux rejeter sans évidemment enlever l'air résiduel, on appelle ça l'air de réserve, et c'est 1,5 litre. L'air maintenant que je peux aller chercher par une inspiration forcée s'appelle l'air complémentaire qui est d'1,5 litre. L'appareil qui sert à mesurer le volume respiratoire, ça s'appelle un spiromètre. Ici, il y en a un artisanal, il y en a un autre ici qui est électronique. Il y a toutes sortes d'appareils maintenant qui sont inventés pour mesurer le volume respiratoire. Alors sur ce, bonne étude et puis lâchez pas, puis